Ok, et ben je propose qu'on commence. Donc, bienvenue à tout le monde. Louise, peut-être tu peux commencer par partager un peu les règles du jeu de ce webinaire, en termes de fonctionnement, et puis ensuite on enchaînera sur le fond. Oui, bonjour à toutes et tous. Bienvenue, c'est ce que j'ai noté dans le chat. Pour plus de clarté, si vous avez des questions au cours de la présentation, essayez de les poser dans l'onglet qui s'appelle Q et enfin questions-réponses ou Q&A. Ce sera plus simple pour nous de les suivre et d'y répondre à la suite de la présentation. Merci beaucoup et bon webinaire. Merci. Ok. Merci beaucoup, Louise. Alors, re-bienvenue à tout le monde. On va tout d'abord tout de suite laisser la parole à Samuel Léré de la European Climate Foundation pour introduire ce webinaire, et puis nous prendrons le relais. Samuel, c'est à toi. Oui, bonjour à tous. Merci d'être là. Je vais être très bref en introduction, mais juste pour vous raconter un petit peu l'histoire de cette étude, comment est-ce qu'on a décidé de la réfléchir et de la penser avec l'équipe de Carbone 4. D'abord, la question des marchés publics, hein, c'est un vieux serpent de mer, ça fait très longtemps qu'on en parle. Moi, je travaille sur les questions du climat depuis 10 ans et c'est vrai que c'est un sujet qui revient en permanence et finalement avec assez peu d'avancées. Alors que tout le monde est d'accord pour dire que c'est un levier assez énorme, hein, ça représente 15% du PIB européen et 10% de l'empreinte carbone européenne. Donc, c'est quelque chose d'assez massif en termes d'impact, mais jusqu'à présent, et même pendant ce Green Deal, on n'a jamais réussi à avancer ni sur des critères environnementaux, ni revenir un petit peu sur ce tabou européen qui est la question des règles de localité, alors qu'il y avait beaucoup d'élus locaux qui le demandaient, qui essayaient de bricoler, justement, notamment dans les cantines. On a eu pas mal de témoignages qui disaient qu'ils essayaient, avec des règles de fraîcheur, par exemple, de pouvoir contourner cette interdiction de critères de localité. Donc, c'est quelque chose de très ancien et on s'est dit qu'à l'approche des élections européennes, c'était utile de remettre un peu de science et d'essayer de vérifier en fait quel était vraiment l'impact, quels étaient vraiment les chiffres sur ce sujet-là. Donc, c'est ce que l'équipe de Carbone 4 va vous présenter. Mais ce que je voulais rappeler, c'est que c'est une étude qui est effectivement réalisée par Carbone 4, mais on la voulait européenne. Dans tout le process de construction de cette étude, il y avait des partenaires européens, donc de 5 autres pays européens, d'Espagne, d'Italie, d'Autriche, d'Allemagne et de Belgique. Et donc qui ont fait le travail avec Carbone 4 et qui aujourd'hui présentent l'étude dans ces pays-là. Et c'est pour ça aussi que les résultats de l'étude sont pour l'Europe, la France, c'est ce qui va vous être présenté, mais ça va beaucoup plus loin que ça, puisqu'on a les chiffres pour les 27 pays européens. Un dernier point sur la question du contexte qui explique aussi le choix. Donc, il y a le choix évidemment du moment à l'approche de la préparation du prochain cycle européen, mais aussi à l'approche de ce qui peut se passer politiquement. On voit, et l'actualité récente le prouve encore, que les tensions entre la Chine et les États-Unis sont de plus en plus pressantes. Donc, la question de la protection, du protectionnisme, du libre-échange sont très hauts dans l'agenda. Et donc, il y a un enjeu de voir comment est-ce qu'on lie ces questions-là au climat. La deuxième chose, bon, c'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est l'urgence écologique avec la succession des rapports du GIEC et de l'IPBES. Le troisième point, c'était, et ça c'est peut-être un peu plus récent, et ça vient aussi de ce qui a pu se passer avec la crise du Covid et avec la guerre en Ukraine, une demande très forte de protection de la part des industriels, quand on parlera d'industrie, mais aussi des agriculteurs, euh, où on voit arriver en France, mais aussi partout en Europe, cette demande de protection de plus en plus forte de la part de l'Union européenne. Et enfin, le dernier point, c'est peut-être l'alignement politique du moment avec le rapport L'État notamment, mais un ensemble de rapports économiques sur le sujet qui appellent vraiment à faire des marchés publics un levier pour la transition. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on pensait cette étude particulièrement intéressante. Et dernier point, parce que hier, en même temps que le rapport Carbone 4, une étude est sortie sur le même sujet, mais d'un point de vue juridique, donc de savoir si un Buy European Unsustainable Act
était compatible avec les règles de l'OMC et les engagements européens pris à l'OMC. Et donc, une juriste qui s'appelle Clémentine Baldon a publié une analyse qui démontre bien qu'il n'y a pas de problème juridique sous réserve de quelques conditions pour mettre en place ce type d'outils. Il n'y a pas de problème avec le droit de l'OMC, donc c'est complètement possible. Vous pouvez retrouver cette étude, je vais le mettre dans le chat sur le site du think tank Europe Jacques Delors. Merci. Bah, merci beaucoup Samuel et merci à la European Climate Foundation pour avoir soutenu financièrement ce travail. Travail qui a été donc réalisé bon, par Carbone 4, mais pas que, par aussi deux personnes de In France, Tristan Ménéret et Robin Gounet, et puis Anaïs Voigilis en tant qu'experte, qui prendra d'ailleurs la parole tout à l'heure dans ce webinaire. Donc on remercie effectivement toute l'équipe. Côté Carbone 4, je nous présente rapidement, hein, Antoine Crépel qui a coordonné le projet, Jory Damon, que vous aurez l'opportunité d'entendre un peu après, qui a fait partie de l'équipe. Moi-même, j'ai supervisé le travail et avec l'aide aussi d'un de nos associés, Alain Grandjean, qui suit plus particulièrement chez Carbone 4 tous les sujets en lien avec l'économie. Euh, Quelques mots d'intro côté Carbone 4 avant de laisser la parole à Antoine et Jory pour vous parler un peu du fond. D'abord, ce qui nous a beaucoup plu dans ce travail, c'est la question qui est posée, c'est-à-dire euh, quel aurait été l'impact d'un Buy European Unsustainable Act sur la décarbonation de l'économie européenne si on avait mis en place un tel dispositif entre les années 2019 et 2021. C'est intéressant. On trouve aussi comme approche méthodologique d'essayer de refaire de façon fictionnelle le passé en y ajoutant des dispositifs tels que ce fameux BESA. Euh, on va voir que les résultats sont intéressants aussi parce que ce qu'on cherchait à comment dire, questionner, c'est est-ce que en fait c'est un levier anecdotique ou pas, le levier de la commande publique au regard de la stimulation de la décarbonation. Tout le monde peut avoir une intuition, un point de vue sur ce sujet, mais finalement, il n'y avait pas tant d'études quantitatives qui permettaient d'apporter des éléments de réponse. Cette étude-là en apporte, et la réponse, c'est oui, à condition que ça ne soit pas uniquement un Buy European Act fondé sur des critères de localisation, mais sur des critères de localisation et de décarbonation. Comment dire, Antoine et Jory vont vous le démontrer juste après. Pour Carbone 4, nous aussi, on est très, comment dire, intéressés par réaliser ce type de travail parce que on estime qu'on n'est pas là comme cabinet de conseil uniquement pour, on va dire, faire des études de façon confidentielle. On est aussi là pour apporter des éléments de réflexion au débat public. On est une entreprise qui publie énormément. Vous pouvez retrouver beaucoup de nos publications, articles sur notre site internet pour pouvoir alimenter le débat public et la réflexion sur les sujets liés à la décarbonation et plus généralement à la mise en compatibilité de l'économie avec les limites planétaires. Ce travail-là fait partie de ce corpus de réflexion et donc on est très voilà, content de pouvoir partager ça avec vous cet après-midi. Je vais maintenant m'arrêter de parler pour laisser Antoine et Jory enchaîner pour vous présenter à la fois les principaux résultats de l'étude, la méthode, c'est-à-dire comment est-ce que, de façon concrète, on a pu construire ces résultats, et enfin laisser après une analyse aussi, enfin comment dire, une participation un peu plus d'expertise de la part d'Anaïs Voigilis, de laisser un peu de temps à l'échange en fin de webinaire. Je m'arrête ici et Antoine, je te cède la parole avec plaisir. Merci Marie, merci Samuel. C'est parti donc pour rentrer dans le concret du sujet. Donc objectif et on commence par rappeler les objectifs et la méthodologie, même si on a commencé à un petit peu en parler. Ensuite, on parle des critères avec Jory. On va vous montrer les résultats. Et enfin, voilà, on va voir comment implémenter concrètement ce dispositif. Et on aura un mot sur les coûts avant de passer aux questions. Alors, Samuel en a déjà un petit peu parlé hein, sur cette question de qu'est-ce qui nous a motivés pour travailler sur les achats publics. Donc, je rappelle juste quelques chiffres. Les achats publics, c'est environ 10%, c'est équivalent à environ 10% de l'empreinte carbone de l'Union européenne et un montant équivalent à environ 15% du PIB. Donc, on voit que c'est un gisement qui est intéressant pour accélérer la transition bas carbone de l'Union européenne.
Et cependant, on remarque que encore aujourd'hui, hein, plus de la moitié des marchés publics sont basés uniquement sur l'évaluation du plus bas coût. Euh, voilà, ce qui est donc avec les critères autres, tels que des critères environnementaux et sociaux, qui sont même pas évalués. Sachant que sur les 45% restants, le coût reste un critère aussi très important. Donc, ce qu'on a cherché à faire dans ce travail-là, c'est de répondre à la question dans quelle mesure l'introduction d'un Buy European and Sustainable Act sur les marchés publics contribuerait à accélérer la transition vers une économie bas carbone et la résilience de certains secteurs économiques européens. Et donc, pour parler un petit peu concrètement, ce que serait ce BSA, ce serait une directive européenne, en fait, hein, qui réglemente la manière dont les autorités publiques des États membres attribuent des contrats pour des biens, des services ou des travaux, avec des critères sur l'environnement et de localisation de la production que Jory vous détaillera tout à l'heure. Un mot sur le périmètre qu'on a considéré dans l'analyse. Et donc, on est parti en fait d'un scénario fictionnel qui est quels auraient été les impacts si les pays de l'Union européenne avaient décidé d'aligner leurs commandes publiques avec leur émission de baisse des émissions de gaz à effet de serre au moment de l'accord de Paris, donc avec plein effet en 2019. Donc, le narratif qu'on a construit, c'est au moment de l'accord de Paris, on imagine qu'il y a une décision de l'Union européenne d'aligner les achats publics avec les objectifs climatiques, avec une feuille de route qui rentre en application en 2019. Et ce laps de temps, il nous semble intéressant parce qu'il permet justement aux industriels, aux agriculteurs de se préparer aux critères voilà, pour se transformer avec des débouchés qui seront assurés à ce moment-là. Et donc, l'analyse, elle a porté sur les années 2019 et 2021. Et là, donc le scénario fictif qu'on a imaginé pour calculer l'impact de ce BSA, c'est en fait ces années-là, quel aurait été l'impact sur les indicateurs que vous voyez juste en dessous de la mise en place des critères qu'on va vous détailler juste après. Donc, c'est vraiment une comparaison par rapport à ce qui s'est passé réellement dans le passé. Et donc, sur divers aspects, des indicateurs économiques, qu'est-ce que ça veut dire en termes de chiffre d'affaires supplémentaire pour les entreprises de l'Union européenne et pour la stimulation finalement d'activités bas carbone, des indicateurs climat sur l'évolution de l'empreinte carbone et des émissions territoriales, et des indicateurs en termes d'emploi également, qu'on vous détaillera dans la section résultats. Une fois qu'on a défini le périmètre géographique et temporel de l'étude, on s'est aussi attaché à définir les secteurs sur lesquels on allait appliquer nos critères, sachant que la philosophie du travail, ça n'a pas été de construire un plan de décarbonation exhaustif pour les achats publics, mais plutôt de savoir en quoi la commande publique peut être un outil de la politique industrielle et donc sur quel secteur focaliser en priorité les critères sur les achats publics pour accélérer la transition bas carbone de l'Europe. Et donc, c'est pour ça qu'on a sélectionné les matériaux, acier, aluminium, ciment, l'alimentation, les achats de véhicules et puis également les subventions d'énergie renouvelable et la construction de nouveaux bâtiments publics. Et donc, vous avez juste à droite, en fait, sur les matériaux, l'alimentation et le transport, la proportion de commandes publiques par rapport aux ventes. Voilà, donc ça vous donne une idée de aussi l'effet d'entraînement que la commande publique peut avoir sur ces secteurs-là. Donc les secteurs que je viens de citer, ils représentent environ 30% de l'empreinte carbone de la commande publique. Juste un mot que je rajoute pour vous dire que c'est une analyse qui peut, des résultats qui sont conservateurs en fait, parce qu'on s'attache seulement à mesurer l'impact direct de la mise en œuvre de ces critères-là sur la commande publique sans prendre en compte les effets d'entraînement que ça pourrait avoir sur également la transformation des pratiques du secteur privé. Et voilà, pour réaliser cette analyse, on s'est basé sur les bases de données Figaro et Exiobase. Donc Figaro, c'est la base de données officielle de l'Union européenne qui fait partie d'Eurostat. Et on a utilisé les tableaux entrées-sorties de ces deux bases de données-là qu'on a combinés pour avoir des résultats les plus précis possibles et les plus fiables possibles.
On a à la fois pris en compte les achats directs et les achats indirects. Et donc, pour illustrer ça, juste un exemple sur l'acier, par exemple, où la commande publique peut acheter directement de l'acier, mais plus généralement, elle va acheter des produits qui utilisent eux-mêmes de l'acier. Donc là, on donne l'exemple des véhicules, mais ça peut être aussi des bâtiments. Et donc, l'enjeu des critères qu'on propose, c'est justement qu'il y a à la fois les achats directs et indirects qui soient concernés par ces critères. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'on a fait aussi les analyses et, euh, et qu'on a obtenu les résultats qu'on va vous présenter juste après. Et maintenant, je vais laisser la parole à Jory pour vous parler en détail des critères que l'on a utilisés dans ce travail. Merci Antoine. Alors, comme déjà évoqué quelques fois, les critères du Buy European Sustainable Act sont pas que des critères avec contenu local. C'est un Buy European et Sustainable Act. Alors, il y a aussi des critères euh, sur l'atténuation du changement climatique. Alors, ça veut dire qu'on a, dans cette analyse, on a pris des seuils minimums. euh, on a introduit pour chaque produit des seuils minimums sur le contenu européen de ces achats des produits par la puissance publique. Euh, Contenu local, géographique européenne. Et ça veut dire que ça tout de suite, ça a un effet sur la contenu carbone de ces produits, de les revenus des entreprises de l'UE et sur l'emploi européen. Deuxième type de critère qui est modélisé dans cette étude, c'est des critères des seuils maximales sur le contenu carbone ou les émissions de gaz à effet de serre pour ces produits ou pour l'achat de services de la puissance publique. Euh, Ces critères, nous avons nous basé sur les meilleures pratiques en Europe. Euh, et ça veut dire que tous ces critères, ils sont atteignables, ils sont faisables. Ce pas des critères dans un monde fictif. Et c'est l'idée d'envoyer un message fort au marché. Alors, il reste quand même très ambitieux. Premier zoom sur les critères, sur les matériaux. Comme Antoine a dit, on s'est focalisé sur l'acier, aluminium et ciment. Pour les critères de l'intensité carbone, pour l'acier, on a 0,5 tonnes de CO2 par tonne pour l'acier. Ça fait une réduction de 71% d'intensité carbone en moyenne pour l'Europe. Pour l'aluminium, on est à 4 tonnes de CO2 par tonne d'aluminium acheté, directement ou indirectement. Là, c'est une réduction de 47% comparée avec la moyenne européenne. Et pour le ciment, 0,45 tonnes de CO2 par tonne de ciment, comparé avec la moyenne européenne, on est à une réduction de 20%. Pour tous ces matériaux, on a mis le critère de local contenu de 100% de ces produits achetés en Europe, qui est faisable parce qu'en ce moment, la puissance publique achète déjà en moyenne autour de 90% connus européens. Pour le prochain catégorie, on a regardé l'alimentation et services de restauration. Euh, Là, on a pris l'exemple de le meilleur chiffre de la classe observé en Roumanie avec un contenu local de 98% sur les produits alimentaires achetés. Et c'est ce critère qu'on a repris pour toute l'Europe. Aussi, là, c'est faisable. La moyenne qu'on revoit en Europe, c'est autour de 90%. On a, pour le contenu carbone, on a introduit deux critères. Une diminution de 20% des achats publics de produits d'origine animale. Ça veut dire sur une semaine de 5 jours, un jour sans des produits animaux dans les plats. Et l'autre critère, 100% d'aliments biologiques ou cultivés selon des pratiques agroécologiques qui traduit à peu près à une réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre. Pour le secteur du bâtiment, et surtout, on s'est concentré sur la consommation des énergies bâtiments publics, des nouveaux bâtiments publics.
de réduire leur intensité carbone à l'usage de 67% par rapport à la moyenne de le pays en Europe. Ça aussi, c'est assez ambitieux, mais je me répète une fois, c'est faisable. Euh, Prochain secteur, c'est les achats de véhicules. Alors, pour le contenu local, on dit 100% de la commande publique pour les véhicules et les équipements de transport doit provenir de l'Union européenne, qui est encore une fois faisable. On est en moyenne sur une 90% pour toute l'Europe de contenu local dans ce secteur. Et pour le contenu carbone, on s'est euh, inspiré de la directive qui existe déjà, la directive européenne Clean Vehicle Directive, où on a repris ces critères et calculé l'impact derrière. Et on a repris la définition de véhicules propres de de l'Union européenne sur les véhicules légers et les véhicules lourds. La dernière catégorie va un peu au-delà des marchés publics. Alors là, on sort du périmètre achat public, mais c'est toujours des secteurs intéressants parce que c'est des secteurs qui bénéficient beaucoup des subventions publiques. C'est les technologies de la photovoltaïque, éolien et véhicules électriques. Pour tous ces trois de technologies, on a mis des critères de contenu local. Euh, c'est des critères qui viennent aussi de la loi Net Zero Industry Act, mais un peu plus précis par technologie. Alors, 40% pour les photovoltaïques, 100% pour les éoliens, où c'est déjà presque le cas, et 50% des batteries pour les véhicules électriques d'origine européenne que doivent conduire les véhicules électriques. Pour les critères carbone, on s'est concentré sur une diminution de la densité carbone pour les panneaux photovoltaïques. Et pour les éoliens et véhicules électriques, on se base sur les critères déjà introduits de l'acier, aluminium, euh, plus bas carbone. Et je laisse la parole à Antoine. Passons aux résultats maintenant. Vous avez toutes les informations sur la méthodologie et l'approche qu'on a suivie pour ça. Donc, qu'est-ce que ça donne maintenant concrètement sur les fameuses années 2019 et 2021 sur lesquelles on portait l'analyse? Donc là, le graphique que vous voyez, il vous montre la réduction annuelle de l'empreinte carbone sur les achats publics de l'Union européenne, segmentée par secteur, grâce aux critères qui ont été détaillés juste avant. Alors, beaucoup d'enseignements sur ce graphique. Donc, avant de regarder le détail par secteur, vous voyez que on est sur une réduction qui est assez proche finalement entre 2019 et 2021. Et donc, ça nous donne une réduction moyenne annuelle sur la période autour de 34 mégatonnes de CO2 sur l'empreinte carbone de l'UE. Et qui correspond environ à 9% de celle des achats publics. On a comparé ce résultat avec le résultat qu'on aurait obtenu si on avait implémenté des critères de localité, mais sans critères carbone. Et là, on voit que le résultat, il est beaucoup plus faible, hein. On n'a qu'une réduction de 7 mégatonnes de CO2, une réduction de 2% de l'empreinte carbone des achats de l'Union européenne, et ce qui montre bien que finalement, on n'obtient pas grand-chose à mettre simplement des critères de localité dans un tel dispositif. Et donc là, on insiste vraiment sur le fait que c'est intéressant d'avoir la double jambe finalement sur ce dispositif, à savoir les critères de production européenne pour justement sécuriser les industriels, les agriculteurs européens sur le fait qu'ils peuvent mettre en œuvre des investissements et qu'ils auront des débouchés garantis derrière pour se transformer. Et de l'autre, il faut justement des critères carbone, parce que sinon, à la fois les résultats carbone, mais on va le voir aussi en termes économiques et emploi, ne permettent pas d'assurer finalement la résilience de l'économie européenne.
Et si on regarde maintenant un peu plus dans le détail le résultat par secteur, donc on voit que sur l'alimentation, hein, il y a un gisement d'émissions qui est très important à aller chercher du côté de la commande publique. Alors ce qu'il y a derrière, c'est tous les repas qui sont servis dans les organisations publiques, hein, c'est les écoles, les hôpitaux, les prisons, voilà, plein de choses. Euh, Côté matériaux, c'est intéressant aussi. Donc, les matériaux, c'est tout ce qui est utilisé pour la production des véhicules et la construction des bâtiments et des infrastructures, par exemple. Donc, et puis après, le troisième plus important, c'est les achats de véhicules où là, on va essayer de prendre des véhicules qui sont bas carbone à la fabrication et surtout moins émissifs sur leur cycle de vie. Donc, on va favoriser les véhicules électriques. Et vous voyez qu'on a combiné des résultats qui sont de la commande publique, donc directement dans le périmètre des achats publics, et on a ajouté en rouge ici les impacts sur les critères pour les subventions, donc des critères carbone que vous a détaillé Jory, sur les véhicules électriques, sur les panneaux photovoltaïques et les éoliennes. Si on regarde ces mêmes résultats pour la France, on est plutôt autour de 3,5 mégatonnes de CO2 gagnées sur l'empreinte carbone, donc ce qui correspond à environ 7% de l'empreinte carbone des achats publics français, avec un poids cette fois très important euh, de l'achat des véhicules, qui est légèrement supérieur au gain sur l'alimentation et sur les matériaux, qui reste significatif. Et donc, même message général, hein, quand on n'applique pas de critères carbone dans le dispositif, on a un résultat qui est beaucoup moins intéressant. On s'est également amusé à se dire, hein, à regarder l'impact sur la baisse des émissions si le BSA avait effectivement été implémenté en 2019. Donc là, le graphique que vous voyez, il compare déjà l'empreinte carbone de l'Union européenne en 2015 et en 2019. Et donc là, on voit qu'il y a une baisse de 49 mégatonnes de CO2 entre 2015 et 2019, d'après les données Eurostat au niveau de l'Union européenne. Si on applique les résultats qu'on vient de voir, en 2019, l'application du BSA permet de gagner 31 mégatonnes de CO2 sur l'empreinte carbone de l'Union européenne, juste avec cette action sur les achats publics. Et en fait, ce gain supplémentaire théorique, hein, il aurait permis d'augmenter donc de 64% la baisse entre 2015 et 2019, donc entre voilà, la dernière élection européenne et les accords de Paris. Pour la France, hein, on aurait le résultat est légèrement plus faible, on est plutôt autour de 26%, mais ça reste quand même quelque chose de significatif. Donc, plusieurs éléments à retenir ici. Quand on regarde directement la comparaison de ce 31 mégatonnes de CO2 en 2019 avec l'empreinte carbone totale de l'Union européenne, ça ne semble pas grand-chose, hein, c'est 1%. Et donc, en fait, c'est dû au fait que déjà, les achats publics, c'est 10% de l'empreinte carbone totale de l'Union européenne. Et ensuite, on s'est basé sur une assiette qui est plus restreinte, hein, seulement 30% de l'empreinte carbone des achats publics dans le périmètre de l'étude. Mais quand on regarde par rapport à la baisse qui a été observée entre 2015 et 2019, là, on a un gain qui est très significatif. Un mot sur les résultats économiques maintenant. Oui, euh, c'est très important à dire et à discuter que le gain ou l'impact du BSA va beaucoup plus loin que le carbone. Le BSA a un impact économiquement très positif dans l'UE parce que ça a le potentiel de réorienter de l'argent de la commande publique vers des activités plus favorables à la transition bas carbone. Dans le scope Europe, le BSA a le potentiel de réorienter 86 milliards d'euros par an vers ces activités plus vertes, plus vertueuses. Euh, et si on regarde le graphe à droite, on voit que à côté de cette réorientation de cette commande publique, il y a un gain
supplémentaire de 6 milliards d'euros annuels par an de commandes publiques ajoutées en Europe. Et ça, c'est de l'argent que est réorienté de l'étranger à l'intérieur en Europe. Euh, Si on prend le graphe à gauche et on zoome un peu par secteur, on voit, bah, comme avec les résultats par secteur, que c'est surtout l'alimentation qui bénéficie de ce BSA et ensuite les achats de véhicules, où les matériaux, toujours assez significants de 8 milliards d'euros, mais beaucoup plus petits à côté l'impact sur l'alimentation et les achats de véhicules. Ce même résultat, on le voit aussi pour la commande publique en France. Euh, le Buy European Sustainable Act aura un potentiel de réorienter 14 000 milliards d'euros annuels vers des activités plus vertes en France, et où 1 milliard d'euros, ce sera de nouvelles ventes additionnelles pour des entreprises françaises euh, avec les critères du contenu du BSA. Euh, Les critères du BSA ont aussi un impact sur l'emploi. Euh, ouais. Et ça, bien sûr, c'est très important parce qu'à côté les gains économiques, le BSA pourrait créer de nombreux emplois vertueux dans l'Europe. En moyenne, on est à peu près de 400 000 ETP sur les années analysées. Euh, et ce développement de ces emplois est très important pour avoir une économie plus compatible avec une économie bas carbone. Et c'est alors essentiel pour la sécurité d'emploi en Europe. Surtout maintenant dans l'objectif que bah, la transition euh, s'accélère et on a des objectifs de décarbonation qui vont très loin. On voit que dans chaque secteur, plusieurs milliers d'emplois sont créés. Et à côté des emplois qui sont réorientés vers des activités vertes, on voit des nouveaux emplois en Europe à cause le BESA de 30 000 ETP sur les années analysées en moyenne. Cette analyse, on l'a bien sûr aussi pour la France, où on voit qu'environ 55 000 emplois verts supplémentaires auraient pu être créés depuis 2019 dans ce cas fictionnel grâce au BESA. Euh, et là, pareil, on voit que c'est surtout dans les secteurs de l'alimentation. euh, et c'est alors une force pour l'agriculture française et un boost de ces marchés plus vertes, d'avoir une demande de la commande publique dans ces marchés. Euh, je- Ouais, merci. Je laisse le mot là à Anaïs. Merci. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Alors, qu'il n'y aura pas trop d'écho. Donc, moi, je vais surtout vous parler de la nécessité d'avoir une approche plus globale du cadre des marchés publics. En préambule de cette étude, on a fait tout un travail sur l'étude de différents pays dans le monde et leurs pratiques en matière de commande publique. Donc, on a regardé des pays au sein de l'Union européenne, ce que l'Union européenne préconisait, et aussi des pays en dehors de l'Union européenne, parce qu'il s'avère qu'il y a des pays dans le monde qui sont peut-être un peu plus en avance sur certains aspects des marchés publics durables que nous pouvons l'être. Et notre idée, donc, c'était de comprendre les pratiques des autres pays et éventuellement identifier de bonnes pratiques ou de bons indicateurs, des bonnes choses qu'on pourrait reproduire dans le cadre européen, notamment en termes de gouvernance et de fonctionnement de ces marchés publics durables pour les inscrire dans le temps. Ce qui peut-être rappeler, c'est que les marchés écologiques, c'est une pratique qui est aujourd'hui volontaire.
les marchés publics écologiques ou durables, c'est une pratique volontaire dans l'Union européenne. Il y a quelques obligations qui ont été introduites dans des directives sectorielles, mais globalement, il revient à chaque État membre de construire sa feuille de route en la matière. Alors qu'on sait que si on oriente les marchés publics vers un modèle plus soutenable et plus durable, on va contribuer à atteindre les objectifs que l'Union européenne se fixe en matière environnementale, notamment de décarbonation, mais aussi des objectifs de politique sociale. Donc, ce que je veux vous expliquer, c'est que l'enjeu, c'est pas seulement de fixer des critères. Les critères, c'est clé, puisque ça permet de sélectionner certains produits, mais qu'on doit avoir une vision plus large de la question des marchés publics, en particulier sur la gouvernance, donc avoir une gouvernance claire, je viendrai là-dessus, des objectifs qui vont être partagés entre les États membres, mais au sein des États membres, entre les différentes institutions et les divers niveaux de gouvernance, d'une certaine manière, entre le niveau national, le niveau régional, voire le niveau très local, et surtout d'avoir des outils mis à disposition des acheteurs publics pour les accompagner dans la mise en œuvre de ces marchés publics durables. Donc, par outil, il y a plein de choses qui peuvent exister. Et pareil, je vais un peu détailler. Ça peut être aussi bien des outils pour calculer l'empreinte carbone d'un produit, pour réaliser l'analyse de cycle de vie. On peut aussi mettre à disposition des entreprises qui vont répondre à ces marchés publics, mais également une formation sur ce que sont les achats publics durables et écologiques, en quoi ils peuvent contribuer à atteindre des objectifs climatiques, en quoi ils sont nécessaires dans le contexte climatique dans lequel nous sommes, et comment derrière on peut les mettre en œuvre de manière concrète, avec deux enjeux qui sont à la fois comment on suit la mise en œuvre de critères écologiques, donc critères que vous ont évoqués Antoine et Jory avant, mais surtout comment on mesure et on valorise l'impact des mesures qui sont prises avec ces marchés publics durables. C'est-à-dire arriver à montrer que c'est positif d'un point de vue environnemental, d'un point de vue social, d'un point de vue économique, et que donc ça contribue bien à atteindre d'autres objectifs de développement qu'on peut se fixer, soit à l'échelle européenne, soit dans les déclinaisons nationales, régionales et locales. Donc ça peut être l'atteinte d'objectifs environnementaux, c'est le plus intuitif, d'objectifs sociaux, également d'objectifs économiques, puisque dans la notion d'achat public durable, on peut intégrer aussi le développement des PME, le développement de communautés fragilisées, etc. Donc, ce cadre plus global que les critères écologiques permet d'avoir bien une vision un peu systémique des impacts qu'on veut avoir grâce au marché public sur la transformation ou la mutation de nos sociétés. Donc, il y a un intérêt à développer un cadre juridique plus large qui va intégrer différents critères. Et donc, dans le rapport, on a mis en avant différents éléments clés pour construire ce cadre. Donc, on a beaucoup parlé de la question de la gouvernance, comment on établit une structure de gouvernance unifiée entre le niveau national et européen, afin de garantir une cohérence entre les politiques environnementales, mais aussi d'autres politiques, parce que si on a aussi ce fonctionnement siloté qu'on peut le voir souvent, bah, ça peut produire des politiques qui sont antagonistes et du coup qui ne permettent pas d'atteindre les objectifs qu'on se fixe collectivement. C'est promouvoir dans le cadre de cette gouvernance la coopération entre les acteurs publics et aussi entre les acteurs publics et les acteurs privés, mais déjà dans un premier lieu, la coopération entre acteurs publics pour qu'ils harmonisent leurs approches et puis qu'on ait ce phénomène d'essaimage des bonnes pratiques entre les acteurs. Donc cet enjeu de coordination, c'est par exemple ce sur quoi a beaucoup travaillé la Suède, qui peut être considéré un peu comme un pays plutôt en avance en Europe sur le sujet des marchés publics, qui a mis un cadre de gouvernance complet autour des marchés publics durables, donc qui va intégrer des principes de transparence, de responsabilité, d'engagement des parties prenantes et surtout de suivi des performances. Donc par suivi de performance, c'est bien l'atteinte ou la contribution d'atteindre à l'atteinte d'objectifs qui sont fixés. Il y a des choses qui sont aussi faites à l'échelle européenne pour travailler sur cette coordination d'amélioration de la gouvernance. Le deuxième sujet sur lequel on a beaucoup insisté, c'est l'engagement des parties prenantes. Et dans les parties prenantes, c'est multifactoriel, c'est multi-parties. Vous allez me dire partie prenante, c'est un peu redondant de dire multipartie, mais c'est bien les agences gouvernementales, les associations industrielles, les organisations environnementales, certains groupes de la société civile, bien travailler sur cette coordination, collaboration entre ces acteurs
Pareil, on a essayé de trouver des exemples de politiques publiques qui avaient favorisé l'engagement des parties prenantes. Et dans le rapport, on parle du Green Purchasing Network au Japon, qui offre justement cet environnement de collaboration entre les parties prenantes afin de promouvoir des bonnes pratiques en matière d'achat public durable, de partager des ressources, des connaissances, des bonnes pratiques et donc de créer cet effet d'émulation. Une autre chose dont on parle beaucoup dans le rapport, c'est la notion de transparence, garantir la transparence dans les processus de marché public écologique. Donc, c'est des procédures, des critères qui sont clairement définis et sur lesquels il n'y a pas de... Enfin, chaque acteur, qu'il soit public ou privé, est informé de la démarche, ce qui permet d'avoir un fonctionnement plus vertueux. Donc, les Pays-Bas ont développé un programme dans ce sens, avec des mécanismes de transparence et de responsabilité pour garantir l'efficacité des procédures de marché public et donc s'assurer aussi qu'elles sont alignées, que les objectifs qui sont fixés au niveau national et bien déclinés dans les instances locales et régionales. On a beaucoup abordé la question de la formation, euh, qui est un élément qui nous semble clé pour atteindre ces objectifs. Et en matière de formation, il se trouve que les pays asiatiques comme la Corée du Sud ou le Japon sont peut-être beaucoup plus en avance que nous sur le développement d'outils de formation. Donc, ces deux pays, que ce soit le Japon avec le Green Purchasing Network dont je parlais, qui propose des programmes de formation, des ateliers, des ressources qui sont accessibles aux acheteurs publics et également aux acheteurs privés, qui donc contribuent à faire connaître ce qui se fait, mais surtout à renforcer l'expertise des acheteurs pour que le prix ne soit pas uniquement le repère qui soit mis dans les appels d'offres, mais bien qu'on ait d'autres facteurs. Au Japon, vous avez, au Corée, pardon, vous avez l'Institut coréen qui a mené une enquête pour évaluer les besoins des autorités qui passent des marchés publics et donc pour améliorer les éléments à la disposition des autorités pour améliorer la formalisation des appels d'offres et également la sélection des fournisseurs. On s'est aussi beaucoup intéressé aux outils plus concrets qui peuvent être mis à disposition des acheteurs publics, et notamment, c'est les Pays-Bas qui ont mis en place différents outils, que ce soit l'analyse de cycle de vie, un outil pour réaliser l'analyse de cycle de vie, et donc aussi privilégier les produits qui ont un meilleur bilan quand on fait leur analyse de cycle de vie qu'un produit qui serait moins cher, et qui ont aussi des outils pour calculer, par exemple, l'empreinte carbone des produits. Donc, on a essayé de travailler sur ces différents éléments pour montrer comment est-ce que les critères sont une chose essentielle pour renforcer la part d'achat public durable, mais comment ils doivent être amenés d'une gouvernance, d'une législation, d'outils et de formation pour qu'on s'assure qu'ils soient bien mis en œuvre et que ça soit ça se fasse de manière pérenne et utile pour les acheteurs publics. Donc, à la fin, enfin, dans ce rapport, on a mis 4 briques. Donc, je dis gouvernance, législation et réglementation, outils pour orienter les marchés publics, et puis après, tout un bloc qui est tout ce qui va être objectif, suivi et évaluation, puisqu'il ne s'agit pas seulement de développer ces outils, de mettre des indicateurs, mais bien de s'assurer que des objectifs sont fixés et surtout qu'on suit les impacts et l'atteinte de ces objectifs. Donc, c'est par exemple en objectif mettre un pourcentage d'achat public durable à chaque échelon pertinent qui seront des éléments, comme je vous dis, hein, ça fait la 5e fois que je répète, je suis un peu redondante là-dessus, mais vraiment, il faut le voir comme un élément dans un système de mutation de nos sociétés et donc un levier pour atteindre nos objectifs environnementaux. C'est avoir des procédures pour vérifier la conformité de certains acteurs aux critères environnementaux. Donc, ça peut être par exemple des produits qui vont être, ou des fournisseurs qui vont être écolabellisés. Ils font ça beaucoup en Corée du Sud et au Japon. Il y a beaucoup de labels qui sont référencés et dans les catalogues d'achat public, eh bien, il y a
une prégnance de produits avec un label qui garantisse leur conformité à un certain nombre d'exigences environnementales. Ça peut être aussi des certifications et autres qui sont des moyens de sélectionner un produit qu'on va estimer mieux disant sur le plan environnemental qu'un autre qui n'aurait pas, par exemple, cette certification. Il y a aussi un enjeu d'incentiver les plus vertueux. Donc, c'est d'avoir un système de récompense des offres les plus pertinentes. Donc, attribuer des points supplémentaires aux offres les plus pertinentes sur le plan environnemental, en plus des facteurs qu'on peut introduire euh, par ailleurs. Mais par exemple, quand vous êtes sur la sélection d'un prestataire avec plusieurs sujets. Donc, on peut exiger des facteurs d'émission dans les produits que va fournir enfin, des facteurs d'émission maximum dans les produits que va fournir ce prestataire, mais on peut aussi avoir une vision plus globale en attribuant d'autres points. Donc, les facteurs d'émission seraient un point de bonification, et puis on prévoit d'autres éléments comme la détention d'un label comme un autre point de bonification pour ne pas sortir uniquement avec un prix comme premium, primant par rapport à d'autres choses. Et puis, dernière chose qu'on préconise en matière d'objectifs, suivi et d'évaluation, c'est la mise en place de rapports annuels obligatoires au sein de l'Union européenne et des États membres pour mesurer et suivre l'évolution en termes de marché public durable, valoriser ces bonnes pratiques et montrer qu'on a une progression dans le développement de ces marchés publics durables. Donc, c'est quelque chose qui va mettre peut-être du temps et en même temps, on n'a pas vraiment l'excuse c'est complexe à mettre en place parce qu'il y a d'autres pays qui ont déjà fait plusieurs choses et donc il y a des bonnes pratiques qui existent et qui sont d'une certaine manière assez faciles à décliner aux bonnes échelles dans le public européen. Et je pense que j'ai fait le, le, le tour. Peut-être juste en conclusion, c'est revenir sur cette notion de ça s'inscrit dans une logique systémique, donc aussi dans une logique de changement culturel. Et l'idée de mettre ce cadre, bah, c'est de se dire qu'on n'est pas juste dans un simple exercice de mise en conformité, mais bien dans la volonté par les pouvoirs publics d'imprégner un changement dans la société en étant vertueux et en montrant l'exemple. Parce qu'il est possible de faire pour soutenir la mutation des entreprises via la demande. Et voilà, j'espère que vous m'avez bien entendu, qu'il n'y a pas eu trop de bruit, parce qu'il y a un petit peu de bruit autour de moi à un moment. Merci Anaïs. On enchaîne sur la partie coût, parce qu'on a quand même regardé aussi en quoi ce dispositif allait induire ou non des coûts supplémentaires, et c'est Jory qui va vous expliquer ça. Oui, juste avant de passer à la conclusion et la partie Q&A, un point assez important. Est-ce que le BSA va nous coûter beaucoup plus? Et l'analyse que nous avons fait, et les études et la littérature que nous avons évoquées, montrent que un BSA, une prime verte sur les achats publics, n'est pas nécessairement va être plus cher pour les consommateurs. Un exemple sur les achats de matériaux, il peut avoir un surcoût sur avoir un matériau d'intensité carbone plus faible, mais il faut raisonner ce surcoût au niveau de produits finaux, avec l'exemple d'un véhicule où l'acier, par exemple, représente 5% du prix d'un véhicule euh, acheté par la puissance publique. Si une hausse de 20% sur le prix de l'acier dû aux critères de BSA augmentera ce prix, finalement, le surcoût, ça sera seulement 1% sur le prix total du véhicule. Alors, cet effet, il faut le regarder par produit et par la position de consommateur et produits finaux. C'est pas la même chose pour les véhicules électriques, par exemple. Là, le coût total des possessions, généralement, est beaucoup plus supérieur qu'un véhicule thermique. Mais là aussi, on voit des variabilités entre 1 et 20% en fonction des facteurs que le kilométrage du véhicule, le type de véhicule, le type de batterie, l'originalité de la batterie. Et de plus,
les économies de carburant, qui sont largement importées, euh, sont aussi stratégiquement et macroéconomiquement une conséquence très bénéfice à l'électrification du transport. Et ça, ce n'est pas pris en compte dans cette étude. Dans le secteur de la construction, l'adoption des méthodes plus écologiques, plus vertes, peut avoir des dépenses initiales plus élevées, mais derrière des économies substantielles à long terme. Euh, et une étude qui a bien évoqué ce point-là, c'est une étude faite par la Forum économique mondial qui suggère une augmentation seulement de coûts de construction de 1 à 3% en mettant en place des achats publics plus verts. Dernier point sur le régime, d'avoir un régime alimentaire plus durable. Euh, Là, on voit que le surcoût est très ambigu dans la littérature. Euh, un côté, on peut payer un peu plus sur des produits de meilleure qualité, mais les effets derrière peuvent être beaucoup plus bénéfiques sur le long terme, qui est très dur à modéliser et à prendre. C'est pour ça ensuite qu'on n'a pas pris ça en compte aussi dans cette étude. Euh, je passe le mot à Antoine pour pour la conclusion. Merci. Oui, alors juste un mot un mot de conclusion, hein, donc pour rappeler les différentes choses qu'on a vues. Donc en fait, le dispositif qu'on a décrit, hein, dont on s'est attaché qu'on s'est attaché à décrire précisément en définissant un périmètre, en mentionnant des critères vraiment précis. Un tel dispositif, en fait, il aurait un impact significatif sur la décarbonation des achats publics européens, et puis un effet d'entraînement important pour créer des débouchés aux acteurs qui souhaitent investir en faveur de la décarbonation, et puis surtout de la visibilité et une aide envers les industriels et les agriculteurs européens pour accélérer cette transition bas carbone. Donc à la fois une aide d'un point de vue économique, hein, pour les entreprises européennes, et puis on insiste beaucoup là-dessus sur la notion d'emploi résilient, compatible avec l'atteinte de la neutralité carbone, qui serait créé grâce à un tel dispositif. Ce qu'on a vu aussi, c'est que les coûts supplémentaires sont pas forcément si significatifs, même si au cas par cas, il faudrait pouvoir le creuser de manière plus spécifique. Et donc, ça ressemble à finalement une politique publique qui serait très bénéfique et en même temps qui ne coûterait pas grand-chose. Donc quelque chose voilà, c'est un sujet qu'on a envie de voir gagner en importance dans cette fin de campagne pour les élections européennes et dans la suite, parce qu'on pense que c'est vraiment un levier intéressant pour la politique industrielle, la politique agricole, la politique d'innovation européenne, et que voilà, il faut pouvoir le mobiliser au bon niveau pour aligner, pour que la commande publique, les achats publics s'alignent enfin avec les objectifs de neutralité carbone qu'on s'est nous-mêmes donnés. Voilà pour ce qu'on voulait vous dire sur cette présentation. Euh, et on va passer aux questions-réponses. Donc, comme le disait Louise au départ, voilà, vous pouvez continuer à alimenter l'onglet Q et R, questions-réponses. Euh, et on peut prendre les premières questions aussi qui sont là. Donc, avec une question sur les produits animaux. Donc, les produits, les aliments pour les animaux qui sont souvent importés, effectivement, hein, c'est une bonne question et c'est quelque chose qui est à la fois qui est significatif en termes d'impact, qui est pris en compte dans les critères qu'on mentionne, c'est-à-dire que voilà, dans les critères sur l'agriculture, on a cet aspect pratique agroécologique pour la production végétale, mais aussi animale. Et c'est quelque chose qui est aussi chiffré dans l'analyse, parce que, comme je le disais, on prend en compte aussi tous les achats indirects qui se réfèrent aux catégories de produits qu'on a identifiées comme étant dans le périmètre de l'étude.
Et on a une autre question aussi sur les règles de l'OMC. Et effectivement, qui est plus précisément traité hein, dans le papier du cabinet Baldon que mentionne Samuel. Et ce qu'il faut voir ici, c'est effectivement, il y a une approche assez différente de l'Union européenne par rapport à d'autres puissances mondiales que sont les États-Unis et la Chine sur ces règles commerciales. Et donc, ce que montre l'analyse juridique, c'est que l'Union européenne pourrait aller beaucoup plus loin sur l'intégration de critères environnementaux dans les achats publics que sur les critères de localité de production européenne. Il y a aussi beaucoup de marge de manœuvre qui n'est pas exploitée. Euh, Notamment pour les pays qui ne font pas partie de l'accord sur les marchés publics, comme le sont la Chine, l'Inde et le Brésil, par exemple, aussi, qui est mentionné par Alexandre. Et même au sein finalement de cet accord sur les marchés publics, il y a aussi différentes interprétations où c'est assez intéressant de noter, on voit dans son document, que finalement l'Union européenne met beaucoup d'efforts pour le faire appliquer à tous les niveaux des couches de commande publique, donc à la fois au niveau communautaire européen, au niveau national et au niveau des collectivités territoriales, ce que fait beaucoup moins par exemple les États-Unis, où les municipalités ont beaucoup plus de flexibilité sur les critères qu'elles imposent. Donc, par rapport à ça, voilà, il y a quand même un droit international qui doit être respecté sur le sujet, mais en tout cas, il y a des marges de manœuvre qui sont exploitées par d'autres puissances commerciales et qui ne le sont pas par l'Union européenne. Et ce qu'on propose ici s'inscrit pleinement dans ces marges de manœuvre. Peut-être, Antoine, si tu permets, juste pour compléter un petit peu la réponse sur l'OMC, parce que la question c'était est-ce que ça a du sens encore de respecter les règles de l'OMC aujourd'hui? Selon moi, je pense qu'il y a deux éléments de réponse là-dedans. La première chose, c'est que le multilatéralisme, c'est quand même ce qui est important. Il est aujourd'hui beaucoup remis en cause par les États-Unis comme la Chine, mais aussi par un ensemble de pays. Donc, il est vraiment attaqué de toutes parts. Donc la question c'est est-ce que l'Europe a intérêt à elle aussi tourner le dos au multilatéralisme? Je pense qu'on n'y a pas intérêt. Personne n'y a un intérêt parce que les enjeux du climat, tous ces enjeux-là, en fait, c'est des enjeux globaux, donc on a besoin du multilatéralisme. Puis la deuxième question, elle est beaucoup plus pragmatique, c'est que l'Union européenne, dans son fonctionnement actuel, c'est pas forcément le cas de la France, mais un certain nombre de pays sont beaucoup plus légalistes que nous, notamment les Allemands, les pays scandinaves, sont très attachés au multilatéralisme et au droit de l'OMC. Et donc, c'est aussi la réponse à cette question et ce papier de Clémentine Balton, il vient aussi répondre à des points de blocage sur le sujet du Buy European Sustainable Act qui disait, en fait, c'est pas possible selon nos engagements internationaux et ça nous ferait tourner le dos à nos engagements internationaux. L'intérêt de ce papier, comme l'a très bien expliqué Antoine, c'est qu'en fait, nos engagements internationaux ne disent pas ça, ne nous empêchent pas de pouvoir inscrire des critères de localité de manière assez précise. Alors, ça ne nous permet pas de le faire à 100% et surtout, mais en tout cas, il y a une grande marge de manœuvre qui est très bien expliquée par le papier. Si vous voulez, on pourrait y revenir plus en détail s'il y a des questions, mais c'est vraiment les deux éléments de réponse que je voulais apporter à cette question. Merci Samuel pour ces compléments. Il y a aussi une question que je vais lire. Donc, vous avez mis l'accent sur les émissions de gaz à effet de serre pour les critères environnementaux. Pourriez-vous nous en dire plus sur d'autres critères importants liés aux autres limites planétaires, consommation d'eau, biodiversité, pollution des nappes et les polluants éternels? Alors, euh, dans le périmètre d'analyse hein, et dans les indicateurs qu'on a suivis dans ce travail, c'était volontaire de pas forcément, on n'avait pas forcément la possibilité de tout couvrir, donc on s'est concentré sur l'aspect climat des impacts. Et donc c'est pour ça que les critères qu'on a mis en œuvre et qu'on a testés sont le reflet de ça. Cependant, sur l'agriculture, on voit que c'est des critères qui sont plus larges que les seuls critères climat parce qu'on a, on a une part, un critère qui demande que la production soit biologique ou au moins mobilise des pratiques agroécologiques. Donc sur l'agriculture, on a cherché à intégrer ces critères-là.
Pour autant, on n'a pas mesuré d'impact concret, quantitatif, au-delà des impacts climat. Je pense que je vais continuer, si tu veux, à compléter les réponses sur la question juridique. Il y avait une question qui est arrivée sur détailler les conditions juridiques au fait d'indiquer des critères d'émission de gaz à effet de serre. Il n'y a aucun problème, en fait, selon nos engagements internationaux, pour mettre des critères environnementaux dans les marchés publics. Après, il peut y avoir des critères européens, mais là, la loi européenne, c'est l'enjeu de la préparation du prochain cycle européen de pouvoir modifier un certain nombre de règles. Mais aujourd'hui, vous pouvez déjà demander de l'acier qui n'émet pas tant de grammes de CO2. Donc ça, il n'y a pas de problématique de mettre des critères environnementaux, en tout cas au regard du droit de l'OMC, et la libre concurrence n'entre pas là-dedans. Ce que peut poser problème le droit de l'OMC, mais ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas forcément le cas, ce serait de dire on veut de l'acier qui soit uniquement produit en Europe. Donc ça, jusqu'à présent, c'était ce qui est bloqué par la réglementation européenne, et le droit de l'OMC l'autorise. Mais sur les critères environnementaux, il n'y a vraiment pas de souci, il y a une grande marge de manœuvre pour pouvoir le faire, y compris sur les accords, pour entrer un peu dans le détail, qui sont les plus précis. Donc les 22 États qui ont signé l'accord à l'OMC sur les marchés publics. Même dans cet accord-là, il y a des exemptions sur tous les critères environnementaux. Donc il y a vraiment la possibilité de mettre des critères très précis là-dessus. Merci Samuel pour cette réponse. Bah, écoutez, s'il y a pas de questions supplémentaires, on laisse encore quelques secondes, hein, si vous voulez, si vous êtes en train de rédiger une question. Je vois qu'il y en a, il y en a une qui arrive. Euh, ouais, c'est plutôt un commentaire. Merci pour ça. Donc, si ça vous va, on peut clôturer le webinaire là-dessus. Et voilà, vous avez donc les deux liens dans la discussion. Le lien vers le rapport. Donc, il y a différents documents qui sont sur notre site. Il y a Executive Summary, synthèse et rapport complet, avec l'Executive Summary qui est à la fois en anglais et en français dans les deux cas, et le rapport complet qui est en anglais. Et il y a le papier du cabinet de Clémentine Baldon qui est disponible aussi et vous avez le lien dans la discussion. Un grand merci pour votre participation à ce webinaire, Au revoir. et on vous souhaite une très bonne fin de journée. Au revoir.